1, 2, croix et viva l'Algérie. L'Algérie qui a montré ses muscles lors de cette cérémonie d'ouverture et donné le temps de cette 7e édition du Chan qui promet. On a vu avec l'engouement populaire et ce fond de Caleb qui nous a rappelé bien des choses. Michel, un premier sentiment sur cette cérémonie d'ouverture. On est parti pour une très grande compétition avec ce show hollywoodien. Absolument, je pense que là, ils ont mis tout le monde en confiance, tous les compétiteurs. Déjà, même l'accueil au niveau Laurent, quand les Lions arrivaient, montrait déjà que l'Algérie a ouvert ses portes à tout le monde. Et là, vraiment, après cette cérémonie d'ouverture, on peut s'attendre à une grande compétition. La voie est lancée, elle est ouverte. Je pense que là, maintenant, on peut s'attendre à ce que le show commence. Que la fête commence. It must go on. Most have to say that it's a Nigerian nation that is very much ready for the AFCON, for the Chan. Of course, we saw the Nelson Mandela Stadium in Baraki. They're full to the rafters. Of course, the music, a gigantic opening ceremony, about 1 hour opening ceremony. I think this is the first time we've seen a ceremony of about 1 hour that's taking place there. So, Geoff Ngwa, we saw two things, two events in one. We first saw the Lions, they arrived, Oran, and then later we saw the opening ceremony. And then the Lions arrived in music, and now we have music too as well. Yes, what's the importance of music is such a thing? Yes, Gideon, in terms of the music of the teams that arrive in music, you see, when we were young and you were moving at night, at times when you are afraid, what do? You are either singing or you are whistling. Most of those teams sing in order to give themselves courage to, you used a very good word here, to get the environment for themselves. To appropriate it. That's right. And when we look at what we've seen so far, the opening ceremony, the arrival of the teams, and the Cameroonian team especially, the reception they received with Algerians celebrating to receive Cameroon, they are sending a message. We are a lucky country. Would have had some hostility in terms of our arrival, but there are many factors that are playing in favor of us. Algeria is, a contender for 2025. They must show the world that they can receive folk or foe in their country well, and that they can organize a tournament with no antagonism. They are putting up that show. It is the marketing side of things. Manager on the panel will confirm that it's a marketing endeavor that Algeria is putting up. Geoff, Lucien, Pelé et Pierre, monsieur, on va faire une petite parenthèse. Dans cet avant-match exceptionnel entre la Libye et l'Algérie qui s'annonce, c'est déjà chaud bouillant. C'est un match qui a un parfum de derby en ce qui concerne cette Afrique du Nord moyenne au crash forte sur le plan local qui s'est déroulée ce matin. C'est la visite du vice-président de Majil et le professeur Narcisse Moulekombi qui ont effectué ce vendredi une descente conjointe au complexe sportif de Lembe. Évariste Seyenga, vous êtes au stade au complexe sportif de Lembe. Bon après-midi, Raphaël, Gideon, merci de cette petite fenêtre ouverte sur la construction des infrastructures sportives au Cameroun et notamment le stade de Lembe. L'information principale à retenir ici après la descente, ministre des Sports et Franck Matière, représentant de l'entreprise McGill qui est adjudicataire donc de ce complexe de Lembe. L'information à retenir, disais-je, c'est la reprise des travaux dès lundi prochain, a indiqué Franck Matière, vice-président de McGill. Les travaux vont reprendre par d'abord une première étape qu'il a indiquée. Ce sont les 32 réserves émises par la partie camerounaise sur la partie de l'infrastructure qui avait déjà été livrée à la faveur de la CAN 2022 tenue ici même à Olembe. Si juste derrière moi, c'est totalement achevé. Il y a quelques réserves émises, notamment concernant le centre commercial dont vous pouvez voir quelques images ici. Les travaux avaient été suspendus parce qu'il fallait
prioriser la partie qui concernait la Coupe d'Afrique des Nations 2022 et donc les travaux ont été à l'arrêt. Vous pouvez le voir ici, les différentes galeries, les 14 000 mètres carrés de cet espace commercial qui était dédié à un hypermarché, un mall, et qui était déjà sollicité par une entreprise multinationale, mais les travaux se sont arrêtés. Tout est empoussiéré jusqu'ici parce que au lendemain de la CAN, tout a été suspendu ici, tout a été arrêté, plus de travaux. Et idem pour ce qui est de l'hôtel. L'hôtel des Lions Indomptables, c'est ainsi que cela est appelé. Jamais vous ne verrez un immeuble se dresser devant vous. Il est souterrain, tout comme le centre commercial. Il se trouve sous les gradins. C'est une réalité ici, un hôtel de 70 chambres et des suites comprises. Mais ici également, les travaux sont à l'arrêt, à l'exception de la chambre témoin qui avait été équipée. C'est elle la plus aménagée alors que les autres sont moins avancés. Les travaux sont aussi à l'arrêt. On a fait le gros œuvre globalement, on a fait les découpages. Il y a aussi quelques matériaux qui sont entreposés ici, tous empoussiérés. Le chantier est à l'abandon. Donc l'hôtel est une réalité. C'est un grand espace aménagé sur la partie nord qui fait face au quartier appelé Nkozoa. C'est de ce côté-là qu'il faut le rechercher. Mais vous ne le verrez pas se dresser en termes d'immeuble. Il est souterrain, il est sous les gradins, sous une partie des gradins et sous une partie de l'esplanade du stade du complexe d'Olembe. Donc pour ce qui est de Franck Matière, il a indiqué les travaux vont reprendre. Nous allons reprendre dès lundi la levée de ces réserves avec les sous-traitants et les partenaires afin de pouvoir clarifier ce point-là. L'hôtel et le centre commercial aujourd'hui ne sont pas un fantôme, vous l'avez vu. Je peux comprendre que la conception dans l'ouvrage elle-même puisse poser question. Ce n'est pas une tour, ce n'est pas un centre commercial indépendant, tout est incorporé dans l'ouvrage. Mais ces chantiers-là existent et vont aussi reprendre. Franck Matière qui annonce la reprise pour parachever les travaux non seulement du stade, mais aussi l'extension du complexe avec toutes les autres commodités. C'est ce que nous avons appelé la phase 2, le gymnase, la piscine et le club de tennis. Aujourd'hui, comme vous le savez, McGill a hérité de ce projet-là et n'en est pas le concepteur. Nous avons tout simplement demandé au gouvernement et au ministre des Sports d'avoir des clarifications sur ce qu'ils attendent suivant le cahier des charges qui a été préétabli. On ne doit pas commencer pour casser ou se remettre en attente. Ce projet-là arrivera au bout, c'est l'engagement qui a été pris par l'entreprise et c'est l'engagement qui a été renouvelé entre le gouvernement et McGill, le partenaire de l'État du Cameroun, sur l'accomplissement de ce projet-là. Mais avant une reprise à 100% des travaux ici, il y a des ententes encore à passer avec la partie camerounaise, a indiqué le responsable de l'entreprise canadienne. Il y a certaines clauses à revisiter, des nouvelles ententes à tisser afin de mieux ficeler le contrat entre McGill et la partie camerounaise. La reprise des travaux, elle est effective. De toutes les façons, cela a été annoncé par celui qui est chargé de la réalisation de ces travaux. À vous. Merci Évariste Inga, voilà qui est bien dit. On va poursuivre un débat là-dessus, on en reparlera certainement lors de nos émissions de week-end sportissimo que nous lancerons en début de mois de mars. C'est une problématique qui n'est pas simplement nationale, c'est une problématique internationale. Le maintien et la survie des infrastructures sportives, les stades d'aujourd'hui sont devenus des espaces de vie. On a eu ce cas du côté de la France avec le stade de la Beaujoire à Nantes, également même du stade de France à Saint-Denis. Ce n'est pas une problématique simplement camerounaise, c'est une problématique nationale pour éviter ces fameux éléphants blancs. Monsieur, on va refermer cette parenthèse et se replonger dans ce qui nous attend dans les prochaines minutes. C'est Algérie-Libye qui promet Gideon Tazor. Of course, we come back to what is making news today. We have the CHAN that's beginning in the next few minutes. Of course, we're talking about the Olembe Stadium, and of course, we hear that work will begin on Monday. So, talking about the CHAN, we know that in the next few minutes, it will be Algeria that will be hosting the event, kickstarting the event against Libya. Let's go back now and ask our guest on the program here. Algeria versus Libya. What should we expect, Emmanuel Mabonkasak? Algeria versus Libya. C'est deux habitués de la haute compétition. Quand je dis haute compétition au niveau africain, parce que la Libye, cette année, ils ont engagé 3 clubs. Et l'année dernière, je crois, 2 clubs au niveau continental. La Libye se porte bien. Ils ont des joueurs locaux que tout le monde connaît. Maintenant, l'Algérie aussi, c'est un défi pour l'Algérie aussi. Je me rappelle encore en 90 quand on avait joué, c'était ma première Coupe d'Afrique en Algérie, et ils avaient remporté le trophée. C'est un pays de foot. Je
pense que l'Algérie va tout faire pour remporter ce CHAN. Ils n'ont jamais perdu de compétition majeure chez eux, parce qu'ils ont organisé, je crois que leur première Coupe d'Afrique, c'était chez eux. Ah oui, ils ont gagné. Et aujourd'hui, je pense qu'ils vont rediter l'exploit. Et il ne faut pas oublier que c'est deux pays qui se connaissent bien. Peut-être au niveau mondial, la Libye n'est pas encore, certes, au niveau de l'Algérie, mais les deux équipes, les deux nations se connaissent bien. Ils se connaissent bien parce que déjà, il y a de la rivalité. La Libye a organisé la Coupe d'Afrique, je pense, vers les années 82, où on avait fait 0 but partout. On a été éliminé au premier tour, mais l'Algérie n'a pas baissé les bras. C'est vrai. Avec 3 scores de parité, c'est une équipe de Libye qui est toujours difficile à jouer. Je rappelle que cette équipe de Libye a déjà remporté, si je ne m'abuse, une fois ce trophée du CHAN. Justin, je voudrais que l'on parle de cette équipe. La pression est énorme. On a parlé de l'équipe du Maroc qui doit une revanche à son public. Après les 2 revers subis, c'est une qualification au Qatar et bien sûr cette sortie au premier tour, cette CAN poussive jouée au Cameroun. La question que l'on va poser, c'est simple. C'est un peu le saut dans l'inconnu face à cette équipe de Libye, parce qu'il y a une forte odeur de soufre. Parce qu'une forte odeur de soufre, c'est un derby malgré bien. Oui, c'est pour cela qu'on est déjà très excité que vivement cette rencontre commence, parce que vous savez que l'Algérie, on ne peut pas se l'interdire de penser que c'est une équipe qui est un peu frustrée par rapport à la récente Coupe du Monde. Vous savez, dans avec votre permission, Justin, priorité au direct, je crois que c'est Corentin Martin qui est en direct. Est-ce qu'on peut écouter Corentin Martin? Aux favoris de la compétition, qui se prépare depuis 2 ans. Donc voilà, on est là aussi pour nous montrer nos qualités et donner du plaisir aussi au peuple libyen. Moral au beau fixe, équipe au complet. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Écoutez, l'équipe est au complet, oui, bien sûr. On s'est préparé depuis 15 jours pour être prêt pour ce premier match. Donc on verra dans 2-3 heures un peu connaître le résultat, mais en tout cas on s'est préparé pour obtenir le meilleur résultat possible dans ce premier match. Mais surtout, le plus important, c'est d'essayer de sortir des poules, de se qualifier pour le tour suivant. Coco, Corentin Martin, cet ancien meneur de jeu du côté d'Orsay, il a fait un très bon travail du côté de la Mauritanie. Il prend le jeu. L'on est sûr donc avec Coco qu'il y aura comme une révolution dans ce jeu de la Libye qui était habitué à mettre le double plus. C'est un entraîneur qui prend le jeu, qui n'offense pas le jeu d'attaque. Je voudrais me tourner vers Michel Kaham. A priori favorable pour cette équipe d'Algérie, mais attention, la Libye, j'allais dire, c'est une équipe qui est toujours difficile à jouer parce qu'il y a le double bus. Je ne sais pas s'ils feront le double bus aujourd'hui, mais je pense que même s'il ne faut pas les comparer par rapport à leur sortie en Coupe du Monde, je dois simplement dire que c'est une équipe qui joue. La Libye, c'est des équipes qui ont un fond de jeu généralement qui jouent au ballon. Donc je pense que comme c'est des voisins, ils se connaissent très bien. Je pense qu'il y aura la revanche dans l'air. Personne ne voudra lever le pied. Ce sera, à mon avis, un match un peu compliqué pour l'Algérie, à mon avis. Ce serait un match compliqué parce que l'adversaire, ils se connaissent très bien et il y a du jeu en face. Vous avez suivi ce que l'entraîneur a dit. Ils se sont bien préparés. Ils ont leur cartouche. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus tellement à dire qu'on joue à domicile. Quand le match est lancé et que c'est joué et que c'est 11 contre 11, ça dépend maintenant du plan de jeu, de l'effectif et comment les équipes se mettent en place. Il faut simplement espérer que l'Algérie, parce qu'il veut absolument démontrer qu'ils sont forts, qu'ils sont les meilleurs, qu'ils ont raté une Coupe du Monde et qu'ils sont revanchards, ne perdent pas le fil en confondant leur propre jeu. Je pense qu'ils sont assez grands pour le faire. Mais, je dis bien, comme on a vu en Coupe du Monde, l'équipe du Qatar, peinée à l'ouverture, ne montrera pas son jeu. Parce que quand vous avez l'ouverture chez vous, ça vous met une certaine forme de pression. Si vous ne la gérez pas bien, vous pouvez passer de travers. Donc, attendons peut-être la première mi-temps pour savoir exactement ce que ces deux équipes vont nous montrer. Mais c'est sûr qu'il y aura un beau match. Lawrence Kede, when we look at the fields of the AFCON and the field of the CHAN in Africa, well, they are different. But here, which means that the CHAN has its, how I call the big boys. And Libya is surely one of them. Libya, most of the players play back home. They are one-time winners of the trophy. Libya is gradually coming back to the world of football. They have 3 teams in continental competitions at the group stage at this particular moment. They are said to be watched out for, even though they're playing against Algeria at home. Yeah, they are certainly a side to be watched out for. Being winners of this competition in 2014 in South Africa, it proves that they have
quality players, especially when most of your key players are playing at home. It's a given advantage as compared to teams like Cameroon and maybe Senegal, Cote d'Ivoire, where most of the key players of the senior national team are found out of the country. So when you have a league which is well organized and players who play in the local championship, it's easy to organize. And when these players go continental in the African Champions League and African Confederations Cup, they have that experience. So sometimes we look at teams at the CHAN, we tend to look at them just as if we are looking at the senior teams, whereas the teams are totally different. The stakes are totally different. A Libyan team is much more competitive than, for example, a Cameroonian team when it concerns the CHAN competition. So in this game against Algeria, it's really going to be a tough one, because when you look at the last confrontation between both teams, Libya has a certain advantage, but Algeria is playing at home, and with the home crowd, with the home pressure, that pressure can be positive or negative. It all depends on now how the players would unfold, because I think at the general side you have Lusuf, Laufi and Aribi, who have played at least 5 games in the senior team, so they have that experience and will be able to carry the team. But I think the home crowd will have its own percentage share in this encounter. Pierre Moukoulou est avec nous dans ce studio. Pierre, si vous êtes là, c'est pour nous parler de cette compétition. On a parlé de cette compétition qui vit dans l'ombre de sa grande sœur. La CAN, il y a toujours comme un goût, je ne vais pas parler d'un goût d'inachevé, mais le sentiment est là que cette compétition peine à monter véritablement. Qu'on aura des championnats très forts. Parce que ce sont entre guillemets des stars de nos championnats qui vont jouer cette compétition-là. Et du coup... Je ne vous coupe pas, Pierre, alors que nous avons à l'écran la composition du 11 entrant de cette équipe d'Algérie. Il est certainement parti, on le voit, c'est un schéma de départ. Il est parti. Et attaquer aujourd'hui dans un football moderne, on attaque ensemble et on défend ensemble, quel que soit ce qu'on met en place au départ. Donc je ne suis pas trop dans les stéréotypes de voir ce qu'on a mis là comme ça. On verra. Au bout d'un quart d'heure, on comparera tout de suite ce qui va se mettre en place. Pelé, c'est proposé de l'ami Corentin Martin, c'est une attaque à 3 têtes. Va-t-il jouer avec 3 attaquants? On pensait qu'il allait identifier le milieu de terrain pour pouvoir remporter les duels et se projeter avec 1 voire 2 attaquants. Je pense que le coach l'a bien souligné, la composition au départ. C'est une indication forte. Hein? Oui, mais après maintenant, il faut savoir que le coach Corentin Martin, c'est un milieu de terrain offensif. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il ait changé beaucoup de choses depuis son passage à Auxerre. Dans toutes les équipes qu'il a jouées, son football est tourné vers l'avant. Et qu'aujourd'hui, jouer un match contre l'Algérie, il connaît aussi les faiblesses de l'Algérie aujourd'hui, parce que l'Algérie a des faiblesses au niveau défensif, parce que toujours l'Algérie, ils sont bien. L'Algérie déjà, le match de Blida, c'est le premier grand match d'une équipe algérienne à la maison. Ils vont d'abord sécuriser, parce qu'ils savent qu'un seul but encaissé peut gâcher la soirée. Il faut absolument d'abord sécuriser et puis peut-être se projeter vers l'avant. Ils vont d'abord jouer comme le coach algérien. Je connais très bien ce coach, c'est un coach défensif. Mais là, il va assurer. Parce que, et la Libye aussi, le coach Corentin Martin, c'est que l'Algérie a des problèmes défensifs et que l'Algérie joue à la maison, ils ont une grosse pression. Il faut absolument gagner. Et pour absolument gagner, ils vont essayer chercher à attaquer. Et comme ça, la Libye peut revenir. Moi, des matchs comme ceux-ci, je pense que le mental du coach et la lecture du coach va être très serait vraiment bénéfique pour le coach qui sera le plus calme possible. Parce que l'Algérie que vous voyez aujourd'hui joue avec la peur. Moi, j'ai été à Blida. Après le match, le Trom n'est pas parti. Ils n'ont plus fait de sortie. L'équipe n'a plus joué un match depuis... Oui, ils ont eu quelques matchs, mais ça ne s'est pas très bien passé. Aujourd'hui, ça va être... Il faut absolument gagner et pas gagner avec la manière, avec beaucoup de buts. Et là, j'ai peur pour l'Algérie. Justin, you want to say something? Yes, I wanted to say something. Parce que moi, c'est vrai ce que les coachs ont dit, ils ont totalement raison, mais à partir, n'est-ce pas, d'un certain classement, on peut quand même déjà avoir une petite idée. Parce que quand je regarde l'équipe d'Algérie, par exemple, qui défensivement, effectivement, prend souvent pas mal de buts,
ils ont commencé avec un système de prudence. Parce que j'ai bien vu du 4-2-3-1. C'est pour cela que tout à l'heure, vous avez parlé de 5 milieux de terrain. Vous avez parlé de 5 milieux. Donc, le 4-2-3-1, c'est un système... C'est vrai, ça dépend de comment on l'anime, mais c'est un système qui annonce une certaine prudence d'entrée de jeu. Par contre, le 4-3-3 de la Libye annonce tout de suite que nous, on veut jouer. Nous, on veut essayer de marquer des buts. C'est pour cela que je dis, et c'est en ce moment-là que je rejoins M. Mabouang et M. Michel. Là, je les rejoins parce qu'effectivement, donc, à partir du jeu, on verra maintenant comment est-ce qu'ils vont animer ces différents systèmes qu'ils ont mis en place. C'est tout simplement ce que je voulais rajouter. Geoff Ngwa, well, you've watched the lineup of the two sides from the disposition. We know that Algeria will play with a crowded midfield, and of course, while Libya will play with a 3-man midfield and a 3-man up front. What can we deduct from that? Yes, I think one of the most important coaches in Cameroon, because I consider the person who is in charge of the nursery for the country as one of the most important. Justin Bambo. He said it all. Even though, in fact, when you look at both points, Michel was saying it as well as Mabouang. When you look at the tactical disposition, it's just, they tell you 4-3-2-1. It's 10 players that the coach has on the pitch. It's the disposition that is generally referred to in terms of numbers. When you look at the Libyan system, 4-3-3, it announces the type of game they are going to play. We are going to play offensive, and when you look at the team which has crowded its midfield, it means they are prudent, they are cautious, they are getting into the match with a lot of caution. They want to crowd the midfield in order that the opponent shouldn't develop its game in a way that they can be vulnerable. When I look at those two tactical dispensations, I want to believe that Algeria is cautious. Libya is coming into this game to play its game without any complex. But, like Kede said too, there's a fundamental element when you are playing at home. It's we call it the 12th player, that is the crowd, which will be pushing Algeria, and Algeria has many challenges. I think we are getting in for a good match. Algeria playing cautious with a crowded midfield. Libya coming without any complex, playing a 4-3-3, which means it's a balanced game. They would attack together and they will defend together. Avis d'un ancien reporter sportif, il a fait le tour du continent et même du vieux continent, Geoff Ngwa, pendant une vingtaine d'années, et il sait de quoi il parle. On est tous d'accord, monsieur, le schéma de départ, c'est une indication. Ce qui importe, c'est l'animation qu'apporteront les joueurs sur le terrain. Et ce match, j'aurai également au banc de touche avec Coco Martin qui sera face à l'ami Madi Bouguera, autre ancien tacticien qui a remporté déjà la Coupe du Monde arabe et qui veut rapporter son premier trophée en ce qui concerne le CHAN. Alors, on va voir le programme avec la Raïs Salamatou de cette compétition qui s'annonce claire et élevée. C'est une compétition, on le parlait, avec près de 18 équipes sur le pont. La Raïs Salamatou nous fait le point du calendrier de cette compétition qui s'annonce claire et élevée. C'est le 13 janvier à 20h que sera donné le coup d'envoi de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. L'Algérie, pays organisateur qui prend part à son tout premier CHAN, sera face à la Libye, déjà vainqueur d'une édition. Ce sera au stade Baraki d'Alger. L'Éthiopie et le Mozambique, les deux autres nations de la poule A, vont s'affronter le 14 janvier à 14h. Ce même jour, les deux matchs du groupe B, logés à Annaba, vont se disputer. À 17h, République démocratique du Congo, double vainqueur contre l'Ouganda. Et à 20h, Côte d'Ivoire-Sénégal. Le 15 janvier, ce sera au tour du groupe C, basé à Constantine, d'entrer en compétition. Le Maroc, tenant du titre contre le Soudan à 17h et Madagascar-Ghana à 20h. Le 16 janvier à Oran, il y aura Mali-Angola dans le groupe D et Cameroun-Congo dans le groupe E. La Mauritanie et le Niger sont exempts du fait que les groupes D et E sont composés de 3 équipes chacun.
Le Cameroun, le Congo, le Niger, le Mali, l'Angola et la Mauritanie auront chacun 2 matchs à disputer en phase de poule. Et seuls les premiers des poules D et E se qualifieront pour les quarts de finale, contrairement au groupe A, B et C, où les premiers et les deuxièmes vont accéder au tour suivant. La phase de groupe s'achève le 24 janvier. Les demi-finales débutent le 27 janvier avec 2 matchs au programme. Premier du groupe A contre deuxième du groupe B et puis premier du groupe B contre premier du groupe D. Le 28 janvier, 2 matchs sont également au programme. Premier du groupe C contre deuxième du groupe A et premier du groupe E contre deuxième du groupe C. Les demi-finales sont prévues le 31 janvier, petite finale le 3 février, avant la grande finale prévue le 4 février. On saura alors la sélection qui va succéder au Maroc. Merci à Laray Salamatou. Nous sommes partis pour une 7e édition du CHAN très riche. On le voit avec plusieurs favoris sur le pont. Cette compétition qui sera bien sûr sur nos antennes CRTV Sport Entertainment. Et dès le matin, très tôt dans la matinée, on essaiera déjà de vous faire saliver avec un avant-match exceptionnel amené par Edith Virginie Mbok dans Preview CHAN qui nous donnera les 11 probables, qui va vous donner les premières indications avec le premier ressenti de nos envoyés spéciaux sur le terrain lors des mises en place. Et également, il y aura un peu de détente parce qu'il n'y aura pas que de football du côté d'Algérie. Nous aurons une émission 100 heures d'Algérie qui sera gravée par Marie-Gabrielle Fregueux et également cette très belle émission amenée par Soulage Manga, Zik Chan. Et bien sûr, dans la soirée, ce sera l'after game, une espèce de récapitulatif de la journée du CHAN avec Évariste Eyenga et Merlin Kala. Nous sommes partis pour 3 semaines de foot, Gideon Tazor. Well, now they've told you how we're going to move on with the CHAN. Of course, may I perhaps remind you that the CHAN is in 7th edition and that it began in 2009. And when it began in 2009, it was in Abidjan, and of course, it was the DRC that won the first edition of that very trophy. Of course, in 2011, it was in Sudan, and at that time, it was Tunisia that won. And 2014, it was in South Africa, and Libya won the competition. In 2016, it was in Rwanda, and the DRC came back and won. That means they won the second time. And in 2018, it was Morocco, and Morocco won. And again, Morocco repeated the feat that was in 2020. So now the same countries are back. This time I'm looking forward to see who can replace, who will take the place of Morocco. Jovgua, well, when you look at Morocco, Morocco has won 2 times, the DRC 2 times, Tunisia 1 time, and Libya 1 time. Well, who is an ambitious guy to come on? But here Ghana has won, played the final twice. When you look at it, Gideon, we are just from seeing what Morocco is capable of performing, both at the World Cup level and at that level. They might not be around. We are getting, they are the contenders. They are the current cup holders, and they have won it back to back. Yeah. So if they are going in to defend their crown for the 3rd time, and when we look at their performance at the World Cup, you cannot but say they are the super favorites of this tournament. But this is not a World Cup. They have the players who play the World Cup from different horizons in Europe. In other words, Gideon, this is a CHAN, home-based ball. In other words, a child cannot run without creeping. When you see the way the child is creeping, you know that he can run. Okay. He becomes a strong man because he was strong at creeping. Okay. So from that perspective, you know that Morocco has to be strong. Yes. To me, obviously, against the view of others, when I look at the Cameroonian team, which replaced the indomitable Lions and played a good match against Jamaica, I think Cameroon too is a strong contender in this competition. And Gideon, you know we have this nasty habit, Cameroon, of winning trophies first. Most of the continental trophies, Cameroon won first, except the African Nations Championship. Cameroon has not yet written its name in the books. Cameroon obviously should be getting into this tournament with a lot of ambitions. So after Morocco, Algeria, and Cameroon, they are outsiders, strong teams. There's Mali.
which has a good youth soccer development, and they were last finalists in Cameroon against Morocco, so you cannot write them out. Yes. It's going to be a tough tournament, I bet you, Gideon. On me signale la présence d'une vieille connaissance du football camerounais, c'est Claude Marie Leroy, que nous allons pouvoir retrouver dans les prochaines minutes. Il est en direct avec nous de Paris, mais je voudrais me tourner vers Pierre. Pierre, si vous êtes sur ce plateau, dans cette ouverture que nous voulons en fanfare de cette 7e édition du CHAN, c'est pour nous parler, bien sûr, de cette compétition. On le parlait qui a du mal à décoller, qui est un peu pris comme ça, dans l'ombre de sa grande sœur, le CAN. Et dans la préparation de cette émission, on se disait, c'est peut-être la mauvaise gestion des droits télévisés de cette compétition, une compétition qui aurait été plus en clair, pour vendre, par exemple, ce football d'en bas, pour reprendre une expression à Giroud, donner plus de visibilité aux nationaux. Là, sa gestion est prise, j'allais dire, autour de plusieurs contingences. Est-ce que c'est pas là le mal? Mais écoutez, ça fait partie certainement du mal, parce que quand on veut faire la promotion de l'événement, on se met dans la position de la vulgarisation, et la vulgarisation, parfois, ça passe par une certaine gratuité. Parce que quand on veut faire la promotion de l'événement comme le CHAN, il est important ici, à ce niveau, de faire absorber les droits les coûts de production. Parce que là, la CRTV, nous avons sorti le chèque. Hein? Écoutez, vous sortez le chèque. Peut-être parce que la CAF est dans une autre logique, mais moi, à mon avis, humblement, on aurait fait absorber le coût de captation et de production, surtout de retransmission d'images par les sponsors, et diffuser gratuitement le signal à des chaînes de télévision comme la CRTV pour pouvoir faire la promotion de l'événement. Peut-être tenir compte du tissu économique. Ce qui est vrai dans le vieux continent n'est pas forcément vrai en Afrique centrale. Et c'est là peut-être qu'il y a débat au niveau de la vente de ce produit du CHAN. Mais écoutez, si vous rapportez à un sponsor qu'il aura en 3 semaines, 2000 heures de télévision gratuite, de publicité, ben écoutez, pas gratuite, 2000 heures de publicité à travers le continent, ça veut simplement dire qu'il a de la visibilité. Ça veut simplement dire qu'il peut mettre le chèque. Et on passe dans le message, rapprochez-vous de la CMCA, bien sûr, vivre et bien sûr... Venez célébrer le football avec la CRTV. Sur ce CHAN 2023, Claude est avec nous en direct de Paris. Mon cher ami Claude Leroy. Mièvre, comment allez-vous, Claude? Tous mes voeux à vous et à tous vos auditeurs, ça va bien. Merci Claude d'être avec nous, Claude. Nous sommes pris par le temps parce que nous devons filer du côté du stade Nelson Mandela à Baraki, dans cette banlieue d'Alger, Claude. Un mot sur ce CHAN qui fait la promotion du football local, de la qualité du football des championnats nationaux, Claude. Comme à chaque fois, le CHAN, depuis maintenant plusieurs éditions, la dernière au Cameroun avait montré toute la qualité. Et moi, vous savez que dès 1985, j'avais commencé à créer la première équipe nationale locale. Donc, vous imaginez bien à quel point tous ces combats pour développer des équipes locales me ravissent. Claude, rapidement, ce sera la dernière question parce qu'on a quelques signaux de Joséphine Manfou qui a su la réalisation, qui est la patronne de cette antenne, que les choses sérieuses s'annoncent du côté de Baraki. Claude, on parle des favoris, on a longtemps parlé de l'Afrique du Sud. Il y a également la RDC avec le tout-puissant Mazembe, le V-Club et pourquoi pas le Cameroun qui en a essayé de très sérieux. On a vu cette arrivée en fanfare des Lions Indomptables du côté d'Oran. Ça peut se faire, ça peut le faire pour les Lions également. Absolument, ça permet de voir comment les différentes nations travaillent et puis surtout, ça devrait permettre de donner envie à plein de joueurs locaux de ne pas vouloir s'expatrier à tout craint sans aucune garantie. C'est-à-dire que vous savez quelle est ma philosophie là-dessus. Je pense que les meilleurs des locaux, s'ils ont envie, si on leur fait de bonnes propositions, doivent partir à l'étranger parce que ça les fait progresser. Et que l'immense majorité des jeunes qui partent par tous les moyens, par mer, par terre, par air, pour rejoindre l'Europe, un petit peu complètement trompés par des grandes promesses et tout, serait beaucoup mieux à rester sur le continent africain si on organisait enfin de vrais championnats professionnels en Afrique en respectant les joueurs, en leur garantissant un salaire décent et en leur permettant d'être dignes en jouant au foot et de vivre chez eux. Thank you very much, Claude Leroy.
an old friend of Cameroon, and he still remains a friend of Cameroon. He rightly said that he started creating a local, home-based team for Cameroon. And I remember I was still a very young man. That was 1985 or so, and I was still in Bamenda. And I think that's where you saw Stephen Tato, the late Stephen Tato, who was playing by that time for Kamako Bamenda. I remember very well. Sortait de Kumba, si je ne m'abuse, Geoff, c'est bien ça, non? Yes, Stephen Tato was detected at the interpost competitions in Yaoundé playing rightly for Kumba. Dans un poste inhabituel, il était 6, hein? Il jouait milieu de terrain. Excellent midfielder. Ce qu'il est en train de dire, t'as raison, c'est vrai que Tato a joué avec Claude Leroy. À Bamenda, on avait fait un match, les amateurs contre l'équipe de Bamenda. Contre les amateurs de Bamenda. Then he had left Kumba and went to Kasbam. I remember there were players like Ben Bola and the rest. They led Ben Bola. Well, that was a great team. I think that was a great idea, and we got great players at that time. But sure, ladies and gentlemen, we're talking about this Shan competition, and we hope to saying that this is the exhibition of what we call what Africa has as best talents on the ground. And the feelings that coming just after the World Cup, this could be another good scouting ground. Yes, Gideon, I was just about adding that this should have been the most important tournament on the continent. Because when you look at the European nations, they have many tournaments which train them before the major competitions like the World Cup. Africa has only the African Cup of Nations, and mostly the African continent relies on players who are plying their trade in Europe. So Africa has an interest to sell this competition, like Raphael was underlining, so that it can develop the local championships, develop a local... I remember when the Michels were coming like professionals, they were reinforcing basically either 7 players of Canon of Yaoundé with about 2 or 3 from Tonnerre, and the professionals only came in to give a helping hand. I think this is the tournament which can make African football competitive and follow. I think we should follow the road to Morocco. Geoff, I love what you're saying, but I was reading a document, and it seemed to say that it will be a debate for another day, but they were saying that what is about spoiling African football is the plethora of academies. As soon as the boy knows how to kick the ball, and then they say you're going to Europe. Monsieur, je voudrais qu'on jette un regard en quelques minutes sur la sélection du Cameroun, les Lions indomptables qui sont arrivés il y a quelques minutes du côté d'Oran. Les chances des Lions, je voudrais poser la question par l'ancien Lion indomptable au collaborateur du président de la Fédération camerounaise de football, Emmanuel Mabouan-Kessak. Quelles sont les ambitions de cette équipe? Pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu un saut dans l'inconnu. C'est une équipe peut-être qui va se révéler au fil de la compétition. Quel est le potentiel de cette équipe? Ça peut le faire? Oui, ça peut se faire. Déjà que la Fédération camerounaise de football, par volonté du président Samuel Eto'o, si vous avez bien remarqué, il y a quelques mois auparavant, on avait fait un match, les Lions contre les professionnels. Enfin, l'équipe, il y avait eu des Lions qui jouent au pays contre ceux. Et je pense que pour ceux qui étaient au match à Douala, on n'était pas déçus. C'est vrai que les Lions amateurs avaient ouvert le score. Et puis par la suite, les professionnels ont mis le turbo. Et on a vu qu'il y avait des éléments comme après, par la suite, on a fait Cameroun-Mozambique. Je pense que l'équipe camerounaise aujourd'hui, d'abord, ce qui frappe pour l'équipe camerounaise par rapport aux années antérieures, il n'y a pas un joueur de plus de 26 ans. On a pris des joueurs de moins de 23 ans. Nous sommes d'accord, mais les ambitions de cette équipe, et ce sont des joueurs elle est taillée pour aller jusqu'au bout? Oui, puisque quand on vous fait confiance de jouer contre la Jamaïque, qui a été un match référence pour eux aussi, parce que c'était un match international, on les a mis dans des conditions avec certains professionnels. D'accord, la préparation est bonne. La question que je pose, est-ce qu'elle est taillée pour aller au bout? Est-ce qu'il y a du potentiel? La préparation a été ce qu'elle était? Il y a du potentiel, mais la fédération a été un peu dure, parce que le président Samuel Eto'o a décidé que les joueurs voyagent avec leur vrai âge. Si vous avez bien remarqué, on a perdu quelques-uns de nos joueurs parce qu'il y avait juste... Pelé, moi je pose la question en plus. Maintenant, sur le terrain, on a eu 3 matchs. On a eu 3 matchs
sont soldés avec 2 matchs nuls et 1 victoire contre le Soudan. Je ne peux pas vous dire exactement, mais je sais seulement qu'un ancien footballeur, et pour ce que j'ai vu, quand on va dans une compétition, il ne faut jurer de rien. C'est pour la gagner. Vous n'aurez pas mis 1 franc, vous n'aurez pas mis 1 coupette quand on allait jouer la CAN au Gabon. La glorieuse incertitude du sport. Nous avons des bons joueurs qui sont bien préparés. Des moins de 15 ans, vous suivez cette équipe au quotidien, vous connaissez les forces de cette équipe du Cameroun. Ça peut le faire, elle est taillée pour aller jusqu'au bout? Moi, je sais qu'une équipe ne va pas dans une compétition comme le CHAN pour aller se balader. Donc, si, n'est-ce pas, comme on l'a si bien dit, la préparation a été bonne. Nous avons dans nos rangs un joueur qui a joué la Coupe du Monde, qui fait une passe D à Boubacar Vincent, qui marque. Vous reprenez le mot du directeur général, la passe décisive, hein? J'emprunte cette expression au directeur général Charles Ndongo, restez créé foutu dans l'âme. La passe décisive, la passe D. Voilà, à Boubacar Vincent. Je ne peux pas vous dire que ne serait-ce que ces petits éléments que je viens de vous annoncer là tout de suite nous amènent là-bas en touriste. Et nous avons ce souvenir aussi que cette même équipe a joué contre la Jamaïque ici à Yaoundé et n'a pas été mauvaise. Et s'il faut encore revenir sur ce que M. Mabouan-Kessak disait à Douala, lorsque les professionnels, l'équipe nationale du Cameroun amateur jouait contre les pros, je tiens à vous informer que les amateurs ont mené par 1-0 et les professionnels ont égalisé par leur maturité, par les pénaltys. Je pense que n'oublions pas cela. Donc je pense que nous avons effectivement des ingrédients qu'il faut pour aller au bout. Mais reconnaissons la valeur des autres équipes. Parce que ne gagne pas le CHAN qui veut, c'est qui peut vraiment. Et le Maroc est un bon concurrent. L'Algérie qui aura besoin de nous montrer un autre visage. La Libye qui va chercher à lever son doigt. Donc, c'est une compétition qui sera très difficile, mais nos chances sont là. Lawrence Kede, the Cameroon team has some strong points. We're talking about the presence of Ngom, Jérôme, who played the World Cup. We're talking about the presence of Etabawa, who is at his second World CHAN. And of course, perhaps Mokoko, who's at defense. Well, generally speaking, to you, Cameroon has what it takes? Well, maybe what it takes to go out of the group stage, but not crossing the quarterfinals will be very, very difficult. Michel Kaham, rapidement, parce que Joséphine Mamfou nous pousse à aller du côté du stade Nelson Mandela de Baraki. Un mot sur cette compétition et sur les Lions indomptables. Rapidement. Je vois qu'il y a un vent de pessimisme là autour de la table. Moi, je ne crois pas. Non, ils ne sont pas pessimistes. Moi, je pense qu'on a les armes. Loin de là, Michel. Le championnat n'a pas commencé. On a nos armes en main. Que ces gars aillent. Ils sont préparés. Ils ont eu des matchs de préparation avec des équipes d'une certaine hauteur. Ils peuvent le faire, qu'ils se prennent match par match sans se mettre le toit sur la tête. Ils peuvent y arriver, mais qu'ils prennent ça match par match. Et tout dépend maintenant de comment ils vont respecter le plan de jeu fait par l'encadrement qui est autour d'eux. Je pense qu'ils ont toute leur chance. On verra à partir du premier match ce qu'ils peuvent faire et ensuite on verra match par match. Pierre, c'est une chance pour vendre le produit, championnat national du Cameroun, ce CHAN? Écoutez, si les Lions font une très belle prestation, ça veut simplement dire qu'on a un championnat qui est en train de prendre la valeur. Donc directement, ce serait une très belle chance devant le Cameroun. On va partir du côté du stade Nelson Mandela, Baraki dans la banlieue d'Alger, où le match devrait commencer dans les prochaines minutes. Couleur à la grande cérémonie qui a précédé la rencontre de tout à l'heure. Là que vous voyez avec nous sur vos images l'arrivée des différentes sélections. Et là, c'est la sélection libyenne qui effectue son arrivée avec une vue du vestiaire. Une sélection qui revient dans la compétition et qui l'a remporté déjà en 2014 et surtout fait un comeback qui se veut gagnant. Exactement, nous allons assister à un très beau match entre l'Algérie et la Libye. Voilà, ça va être un match chaud pour un premier match de cette compétition qui est le CHAN. Donc voilà, Charlie, on s'attend à un gros match ce soir. Et là, on voit l'arrivée de la sélection libyenne dans ce stade de Nelson Mandela de Baraki, officiellement inauguré à la veille de cette compétition en présence des chefs de l'État, Abdelmajid Tebboune, et puis du président de la FIFA, Gianni Infantino, le président de la CAF, Patrice Motsepe, également le petit-fils de Nelson Mandela. Un vibrant hommage au chantre de la paix qui était Madiba et qui a fait d'Algérie sa deuxième patrie. Et là, vous voyez à l'échauffement tout à l'heure les figures qui comptent pour la sélection
algérienne dans cette rencontre. Des figures d'expérience comme pour la Libye, Mahmoud Okacha, Jeffar Jabouda, des joueurs qui pourront être titularisés ce soir, ou encore Ali Samana, le capitaine de la sélection, Mansour Makari à la séance d'entraînement. Ils sont tous présents, ces joueurs qui connaissent la compétition au niveau continental et avec qui cette compétition et ce match d'entrée promet d'être vraiment belle.